Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au comptoir. Voilà, on va parler de situation du handicap numérique et dans le but de ne plus passer à côté de 40% de vos utilisateurs potentiels. Quand je vais lancer la présentation, je ne vais plus vous voir, donc je vous invite à poser vos questions au fur et à mesure dans le fil de discussion que vous avez dans l'interface Zoom, et puis on les prendra à l'issue de la présentation. Je m'excuse aussi par avance parce que j'ai découvert avec joie ce matin qu'il y a des travaux je suis en télétravail, qu'il y a des travaux dans l'appartement juste à côté de chez moi, pile pour le comptoir, donc j'espère que ça ne nous importunera pas trop. Voilà, et je propose de commencer. Et je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Romy Duhem-Verzière, je suis consultante chez Octotechnologies depuis 4 ans maintenant, en expérience utilisateur et en accessibilité web. J'accompagne des clients de secteur public, mais pas seulement, sur ces sujets-là. Et puis, allons-y. Alors, on va travailler sur une idée reçue qui est la suivante. Souvent, on pense qu'on n'a pas besoin d'accessibilité parce que c'est pour les handicapés et qu'on n'a pas d'handicapés dans notre cible utilisateur. En réalité, la question qu'on va se poser ici, c'est qui sont réellement nos utilisateurs dans leur diversité? Et puis, j'ai commencé déjà à y répondre. En fait, c'est assez difficile de savoir exactement pour tout un tas de raisons, parce qu'on ne les chiffre pas, on ne les fiche pas en France, parce qu'ils ne transparaissent pas non plus dans les statistiques de fréquentation. Mais ce qui est certain, c'est que parmi eux, certains sont en situation de handicap. Alors, quand on parle de situation de handicap numérique, on a tout de suite cette image-là qui nous vient en tête, c'est celle qui est la plus courante dans les banques d'images, qui représente donc une personne en fauteuil roulant en train d'utiliser un ordinateur. Et bien que ce soit la plus courante, ce n'est pas la situation de handicap la plus fréquente. En réalité, les personnes en fauteuil roulant représentent 3% de la population, ce qui nous donne aussi un sentiment ils sont peu nombreux, ce qui nous donne aussi un sentiment qu'il n'y a pas beaucoup d'handicapés dans la population. Et il y a aussi le fait qu'on est bien d'accord, en fait, cette situation de handicap ne fait pas partie de la cible utilisateur, puisque une personne en fauteuil roulant va glisser le fauteuil sous la table et ne va pas avoir de difficultés particulières à utiliser le numérique, en tout cas pas de difficultés qui soient liées à son handicap. Donc c'est plutôt une croyance. Et la réalité des utilisateurs en situation de handicap par rapport au numérique, si je retrouve le fil de mes slides, excusez-moi. Et la réalité, ça va plutôt être une situation comme celle qu'on voit sur cette deuxième photo. C'est une jeune fille qui a des écouteurs et qui utilise son smartphone dans les transports, qui est très vraisemblable, qui est supposément aveugle, parce que ça va être sa façon de naviguer. Elle navigue avec l'ouïe, avec l'oreille, puisqu'elle n'a pas le sens de la vue. Et on voit bien qu'elle ressemble à n'importe quelle autre personne dans les transports avec un écouteur et un smartphone dans les mains. Ça nous montre que les situations de handicap ne sont pas si visibles et évidentes que ça. Et si vous pensez que vos utilisateurs n'ont pas de handicap, c'est normal, c'est parce qu'en fait, ça ne se voit pas. 80% des handicaps sont invisibles. La surdité, ça ne se voit pas. Le daltonisme, ça ne se voit pas. La malvoyance, les rhumatismes, le syndrome d'Asperger, tout ce qui est 10, ça ne se voit pas. La majorité des handicaps sont invisibles. Je vous parle de handicap. On va peut-être commencer par définir ce mot, qui fait parfois un petit peu peur. En fait, on a tendance à rester sur une définition un petit peu ancienne du handicap qui date dans les années 90. On définissait le handicap comme étant une déficience, une limitation de la personne. On parlait de personnes handicapées. Et en tout cas, aujourd'hui, on définit le handicap autrement. C'est désormais lié au contexte. C'est l'environnement qui ne va pas être adapté aux besoins de la personne. Et on va donc parler de situation du handicap. Pour résumer, en fait, ce mot qui nous fait un peu peur, handicap, ça veut juste dire limitation. C'est d'ailleurs comme ça qu'il est défini dans les textes de loi français depuis 2005.
c'est une limitation d'activité qui est liée à l'environnement. Donc, c'est une limitation qui est dépendante du contexte, et puis on parle plutôt de situation de handicap. Je vous propose d'explorer un petit peu les situations de handicap, justement, pour faire connaissance avec ça. Qu'est-ce qu'on entend par là? Si on pense, par exemple, à tout ce qui est difficultés, limitations autour de la compréhension, on va penser aux personnes qui sont autistes ou qui ont des troubles cognitifs, mais ça va aussi concerner les personnes qui ont, par exemple, une maîtrise partielle de la langue ou qui sont dans un contexte stressant d'usage. Quand on est à l'aéroport en train d'attendre son vol, on n'a pas toute son attention pour utiliser une application. Et on parle, ce sont des situations de handicap semblables autour de la compréhension, et on va parler dans le premier cas de situation de handicap permanent, dans le deuxième cas temporaire, et dans le dernier cas situationnel. Je vais prendre un exemple concret. Ça, c'est un de nos collègues, Andrea, qui nous a partagé ce cas d'usage. Il était dans le train en train de consulter son téléphone pour choisir le film qu'il allait regarder le soir en rentrant chez lui. Et puis, comme ça nous arrive, ça vous est très certainement arrivé aussi, dans le train ou dans les transports en commun, on n'a pas toujours une bonne connexion. Et là, c'est le cas. La connexion n'est pas très bonne et les images ne se chargent pas toutes dans l'interface, ce qui, dans cet écran-là, ne lui permet pas de faire le choix d'un film. Et en consultant une autre interface dans la même situation de consultation, on voit qu'à la même chose, les images ne se chargent pas, mais on voit qu'à la place, il y a des textes qui sont affichés. On appelle ça des textes de remplacement et qui permettent donc de faire la tâche qu'il voulait faire, c'est-à-dire de choisir un film. Là, on a un exemple d'un côté d'une interface qui n'est pas accessible et à droite d'une interface qui, elle, est accessible pour une même situation de consultation donnée. Un autre cas, autre situation de handicap, on a travaillé pour la police nationale et il y avait cette particularité-là dans la cible que les policiers sont recrutés parmi les personnes valides qui ont une bonne vue. Donc, on part en se disant qu'il n'y a pas besoin de travailler sur ce point-là en particulier, pas besoin d'accessibilité. Mais leurs écrans étaient mal calibrés, de mauvaise qualité et mal calibrés, si bien que l'interface qui avait été produite ne présentait pas un contraste suffisant pour être perceptible sur leurs écrans. Et ils avaient en particulier de grandes difficultés à percevoir les champs des formulaires et à pouvoir réaliser les tâches sur ces écrans-là. Ça montre assez bien que c'est pour expliquer la situation du handicap dépendante du contexte. On va regarder maintenant un petit peu plus du côté des utilisateurs et de leur diversité. Par exemple, Marianne, qui est dyslexique, pour elle, lire des textes, c'est fastidieux, mais elle va utiliser un logiciel qui va lui permettre, on le voit sur la capture d'écran sur la droite, qui va guider sa lecture. Ce qu'on voit sur cet écran-là, c'est que ça va dégager une bande horizontale en surbrillance, ou plutôt ça va masquer un petit peu le reste de la page afin de guider son regard et de faciliter la lecture pour elle. Je précise au passage que la dyslexie, ça concerne 8 à 10% de la population française. Ça fait quand même un certain nombre d'utilisateurs qui vont utiliser des aides comme ça, des logiciels ou des plugins qui vont faire des adaptations différentes selon les uns et les autres pour faciliter la lecture pour eux. Prenons un autre cas. Ici, un formulaire ou avec de la validation à la volée qui est matérialisé comme assez souvent. Par du vert quand le champ est en succès et puis du rouge quand il y a une erreur sur ce champ-là. Ce formulaire va être perçu différemment par les personnes, par exemple Florian qui est daltonien, de Terranop en particulier, ne perçoit pas toutes les couleurs et notamment ne distingue pas bien entre le rouge et le vert. Et là, on voit dans une simulation de sa vision qu'il ne va pas percevoir quels champs sont en erreur ou pas. Pour lui,
Oui, je précise que les daltoniens, c'est 8% des hommes, ça touche essentiellement les hommes, et c'est 4% de la population. Et pour lui, il va falloir rajouter un signe distinctif pour permettre de distinguer, pas seulement par la couleur, et ça se fait généralement dans ce cas d'usage-là, ça se fait par l'ajout de petits pictos de check ou de croix pour matérialiser les erreurs et les succès. Alors, j'ai commencé par l'écran avec les couleurs sur la gauche en précisant vision normale, mais en réalité, qu'est-ce que c'est qu'une vision normale? Parce que seulement 25% d'entre nous, donc un quart de la population, peut voir l'ensemble des couleurs du spectre. Autre situation d'usage, Brigitte, par exemple, qui est malvoyante, elle a besoin de textes qui sont suffisamment contrastés et surtout d'agrandir fortement les caractères pour pouvoir lire parce qu'elle voit très flou. Et puis, elle va aussi utiliser un logiciel de loupe d'écran qui va lui permettre de naviguer sur le web à condition que l'interface ne soit pas trop complexe. Alors, un logiciel de loupe d'écran, c'est un petit peu comme si on posait une loupe sur l'écran, ça fait le même effet, sauf que c'est un logiciel, et ça va donner ce résultat-là. Elle va avoir une vision très partielle de l'écran qui va être, comme avec une loupe, qui va être zoomée pour elle et lui permettre de lire le texte. Elle va donc déplacer cette zone agrandie pour pouvoir naviguer. Notre cas d'usage, Alexandre, qui souffre de douleurs chroniques, qui a souvent des insomnies à cause de ça, et il occupe ses insomnies en utilisant son téléphone la nuit sans le son. Et quand on utilise son téléphone sans le son et qu'on regarde des vidéos, on a besoin de sous-titres comme Samia, qui est sourde. Et donc, là, comme il a des insomnies, la journée, il a souvent du mal à se concentrer, comme d'autres utilisateurs, comme Thierry, qui est en pleine rééducation suite à son AVC. Il réapprend à utiliser son bras dominant, à lire, et se concentrer, c'est très fatigant pour lui. Ou Adrien, qui est autiste. Internet, c'est une grande source de distraction pour lui. Il lui faut parfois des heures pour réaliser une action parce qu'il va se concentrer, enfin lire chaque mot, cliquer chaque lien, chaque bouton. Ou Loïc, qui est dyspraxique parce que sa mémoire procédurale fonctionne mal et certaines tâches lui demandent beaucoup d'attention. Lire un texte un peu aéré ou remplir un long formulaire. On ne va pas tous les énumérer, mais on voit qu'il y a une diversité de besoins chez nos utilisateurs qui ne sont pas forcément visibles et qui nous amènent à nous poser cette question, est-ce qu'on connaît vraiment nos utilisateurs dans leur diversité? On pourrait compléter avec d'autres personas et cas d'usage. On va voir maintenant comment ils ont certains besoins, comment ils vont utiliser l'interface. Parce qu'en réalité, il existe de nombreuses façons d'utiliser les interfaces numériques. C'est un petit peu le propre du numérique par rapport à l'imprimé, par exemple, c'est que c'est adaptable aux besoins de l'utilisateur. Prenons un site. Ce site-là va pouvoir être adapté selon les besoins des utilisateurs et vos utilisateurs adaptent la présentation selon leurs besoins. Ici, d'ailleurs, dans la capture d'écran que je présente, ce n'est pas flagrant, mais l'utilisateur a changé la police de caractère et l'interlignage, l'espace entre les lignes afin de faciliter sa lecture. Il pourrait aussi appliquer ce qu'on appelle le mode lecture qui est disponible par défaut dans certains navigateurs, notamment sur smartphone, si je ne me trompe pas, et aussi disponible sous forme de plugin ou de logiciel, et qui a pour particularité d'enlever tout ce qui est distraction. Par exemple, pour une personne autiste, ça va permettre de se concentrer sur le cœur de la page. On voit que tout ce qui est menu haut et menus latéraux a disparu pour ne garder que le contenu principal de la page. C'est la même page qui est présentée. Il peut y avoir d'autres façons d'adapter aussi en renforçant les contrastes pour les personnes qui ont la vue qui baisse. Ce qu'il faut préciser, c'est que ce sont des choses que nous n'avons pas à mettre en œuvre,
mais ce sont des transformations qui sont disponibles sous forme souvent de plugins additionnels ou de logiciels et que les utilisateurs vont pouvoir appliquer sur les interfaces. Ça nous donne une idée des transformations qu'ils peuvent faire. Elles peuvent être plus vastes que ça. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on sait vraiment comment les utilisateurs visitent de fait notre interface? Nous, on sait comment on l'a fabriquée, à quoi elle ressemble, mais on ne sait pas derrière ce qu'ils en font. Et je précise que l'usage de ces adaptations-là n'est pas détectable par les outils de tracking, les analytics. Ça ne transparaît pas parce que c'est sur le poste utilisateur. Et donc, on ne peut pas avoir de statistiques sur le nombre d'usages. Ce qu'on peut avoir, c'est combien d'utilisateurs sont dyslexiques, par exemple, et potentiellement ont besoin et utilisent ce type d'adaptation. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a plusieurs façons de percevoir l'interface. Généralement, on va naviguer avec la vue, c'est l'écran qui est le plus souvent utilisé pour percevoir. Mais certains utilisateurs naviguent, les personnes qui ne voient pas, qui sont mal ou non-voyants, vont naviguer, leur monde est auditif, donc ils vont naviguer avec lui. Donc l'écran, pour eux, est totalement inutile et ça va être une synthèse vocale qui va être utilisée pour restituer le contenu textuel de l'interface. On peut aussi naviguer, toujours pour ces mêmes personnes, avec le toucher. Ici, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle un afficheur braille. C'est l'équivalent d'un écran, en fait, mais ça va afficher, non pas en visuel, mais sous forme de petits picots qui vont, sous les doigts, constituer les caractères du braille pour permettre de lire. De la même façon, il existe plusieurs façons de naviguer dans l'interface, cette fois-ci de la visiter. Sur le premier exemple, c'est un autre exemple de loupe d'écran, on en a parlé tout à l'heure. Donc, il y a certaines personnes qui ne voient qu'une portion et ici, on voit qu'elle a agrandi très fortement l'interface pour pouvoir lire. D'autres qui ne vont pas pouvoir pointer parce que les personnes qui ne voient pas ne peuvent pas voir ou pointer, ou les personnes qui ont des difficultés motrices, ça va être laborieux pour elles, qui vont donc naviguer sans dispositif de pointage, sans souris, sans clic, sans touch, uniquement avec les touches du clavier. Et puis le dernier exemple, c'est une navigation par les titres. En fait, pour les personnes qui ne voient pas, ça va être plus intéressant pour se donner une représentation globale d'une page, d'en extraire tous les titres pour avoir une idée du contenu de cette page-là. Sur ces derniers exemples, on voit que ça se fait par l'ajout de logiciels ou de matériel spécifique dans le dispositif de consultation. Ce qui nous amène à remettre un petit peu en question la façon dont on perçoit la relation de l'utilisateur à l'interface. Ce qu'on représente sur la partie droite, c'est une relation homme-machine, on parle d'IHM. Mais en réalité, ce dont on se rend compte en observant ces utilisateurs-là, c'est qu'ils vont rajouter donc, ce qu'on appelle des aides techniques qui peuvent être logicielles ou matérielles pour adapter l'interface à leurs besoins. Et c'est le propre du numérique de permettre ça. Si bien qu'on a une diversité des interfaces, d'un côté, on le codait déjà un petit peu, on a une diversité de terminaux, on peut utiliser un ordinateur de bureau, un smartphone, une tablette, dans différents types de navigateurs qui peuvent être visuels ou textuels. On connaît déjà un petit peu ça. Ce qu'on découvre ici, c'est qu'il y a aussi une diversité d'utilisateurs avec différents types de limitations qui peuvent être permanentes, temporaires, situationnelles, qui peuvent se cumuler aussi. On parle de plurihandicap dans ce cas-là. Et je ne vous ai pas parlé non plus d'autres types de populations comme les seniors, les débutants ou les personnes qui sont illettrées. Et ce qu'on découvre, c'est la diversité des aides techniques qu'ils vont pouvoir utiliser et mettre en place. On en a cité quelques-unes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, c'est combinatoire. Donc, ça va être très variable selon les besoins de chaque utilisateur. Et ça nous donne donc de multiples contextes d'usage. On dit qu'un site ou une application est accessible lorsqu'elle est compatible
avec ses multiples contextes d'usage et qu'elle va permettre d'être utilisée dans toute cette diversité de cas d'usage. Combien de personnes sont concernées? Là, je viens de montrer comment ça se passe et parlons un petit peu maintenant de combien de personnes sont concernées par ces façons de naviguer. Selon l'OMS, il y a plus d'1 milliard de personnes qui vivent avec un handicap sur la planète, c'est-à-dire environ 15% de la population mondiale. Ça représente un 6e continent et c'est la plus large minorité du monde. En France, le chiffre est un petit peu plus élevé parce qu'on est sur le territoire européen, on est sur une population qui est en voie de vieillissement et c'est 20% de la population qui est en situation de handicap permanent actuellement en France. Si je représente ça graphiquement, ça sera peut-être un petit peu plus parlant. Là, à l'écran, il y a 100 bonhommes. Ça veut donc dire que la première ligne, 20% de la population française est en situation de handicap permanent. Et ça s'étend à 40% de la population si on tient compte des situations de handicap temporaire. Je rappelle, situation de handicap permanent, c'est j'ai perdu l'usage d'un membre supérieur. Situation de handicap temporaire, j'ai un bras dans le plâtre ou une tendinite. Donc, le chiffre à retenir, c'est bien 40% de la population française en situation de handicap. Et ce qui est intéressant, c'est de le mettre aussi, si on prend de l'autre côté, en se posant la question de, au fait, c'est quoi la normalité et combien il y a de personnes en bonne santé? D'après l'OMS, il y a seulement 4% de la population mondiale qui est en bonne santé. C'est donc plus important que ce qu'on aurait pensé. Vous vous souvenez de la représentation initiale de l'utilisateur en fauteuil roulant? J'ai oublié de préciser, c'est seulement 3% de la population. En fait, il y a l'essentiel des handicaps qui nous sont invisibles. C'est pour ça qu'on a un biais de représentativité. En réalité, c'est 40% de la population qui va avoir ses besoins, qui va avoir ses façons de naviguer spécifiques. Du coup, la question à se poser, puisque c'est si massif, est-ce que nos personas reflètent cette réalité? Généralement, on n'y pense pas et on fait des personas qui sont en bonne santé, mais c'est pas, on voit bien que la réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Ce que je vous propose de faire, c'est des personas qui soient plus inclusifs, par exemple, en ajoutant des handicaps à chacun des personas. Là, je prends un exemple des personas qu'on a fait pour l'application Mon stage de 3e qui permettait de mettre en relation des élèves avec des employeurs qui proposaient des stages afin de choisir leur stage en classe de 3e. Et pour l'élève, Fatou, on a rajouté ce handicap, elle est dyslexique et la lisibilité des textes était déterminante pour elle. Jean-François, qui est responsable RH, est daltonien, il ne distingue pas toutes les couleurs. Sa professeure Lucille s'est cassé le bras, etc. On avait différentes caractéristiques de façon à représenter la réalité de la population, de la cible utilisateur. Pour faire ça, on va pouvoir s'inspirer de personas handicapés. Là, je vous présente 2 ressources. Il s'agit de personas typiques qui vont permettre de découvrir et de mieux comprendre les besoins et les situations de handicap des différentes personnes. Et enfin, comment designer pour tout le monde? Généralement, quand on conçoit une interface, ici, l'interface, c'est la paire de ciseaux pour des utilisateurs qui avaient besoin de couper du papier. On ne s'en rend pas forcément compte, mais on conçoit pour une majorité d'utilisateurs, une moyenne d'utilisateurs, et on a tendance à oublier les utilisateurs extrêmes qui sont plus nombreux ou plus divers, ou plus difficiles à connaître.
Et or, si on avait conçu pour cette même interface, justement pas la même interface, mais si on avait pensé cette interface, toujours avec ce besoin de couper des ciseaux pour des utilisateurs qui ont plus de difficultés en cela, on aurait peut-être conçu cette interface un petit peu différemment. Donc ici, on voit une paire de ciseaux avec un œil plus grand pour faciliter l'appréhension. Et faire ça, concevoir, on le voit pour les personnes qui sont aux extrêmes de cette courbe, on appelle ça de l'extrême design. Et en faisant ça, on se rend compte que cette paire de ciseaux qui a été conçue de façon extrême pour des utilisateurs extrêmes, finalement, elle est utilisable par tout le monde. Et c'est ce qui permet de définir ce que c'est que le design inclusif. Vous ne le savez peut-être pas, mais on est entouré d'objets de ce type-là qui ont été conçus à la base pour des situations de handicap, donc des cas d'usage extrême, comme par exemple la télécommande que nous utilisons tous désormais. Ça a été conçu au début, c'était pour répondre à un problème qu'avaient les utilisateurs handicapés des membres inférieurs qui ne pouvaient pas se déplacer jusqu'au poste de télévision pour changer les chaînes, parce qu'autrefois, les boutons pour changer les chaînes étaient sur le poste de télévision. Et puis, il y a d'autres outils d'usage courant qui, pareillement, ont été conçus pour des besoins spécifiques liés au handicap. Le robinet mitigeur qui est désormais répandu partout, on le voit en fait avec le robinet qui a un manche qui permet d'être actionné même si on n'a pas une préhension fine. Ça peut être actionné avec le coude, par exemple. Les portes coulissantes, ça permet aux personnes en fauteuil roulant de pouvoir rentrer plus facilement. Observer différemment les handicaps et comprendre l'exclusion, finalement, ça va nous aider à développer des solutions qui vont être conçues au départ pour un besoin spécifique, mais qui va pouvoir s'étendre à potentiellement des millions de gens. Et pour terminer, je vais poser les principes du design inclusif pour concevoir des interfaces utilisables par tout le monde. La première chose, c'est de prendre conscience de l'exclusion et des biais qu'on peut avoir dans notre approche et dans notre conception. Et pour faire ça, apprendre de la diversité, parce que ce qui est intéressant en fait, en regardant en observant les usages des utilisateurs qui ont des besoins spécifiques, c'est qu'on se rend compte qu'ils mettent déjà en place des stratégies d'adaptation dont on peut tirer enseignement. Et le dernier point, ça va être de concevoir pour un utilisateur et d'étendre à plusieurs, et en accessibilité. On a un utilisateur primaire en particulier qui est l'utilisateur aveugle, parce qu'on sait qu'en résolvant, c'est lui qui rencontre le plus de difficultés, donc on sait qu'en résolvant les problèmes pour cet utilisateur primaire aveugle, on a résolu la majorité des problèmes pour rendre accessible. Je complète avec quelques ressources qui vont vous permettre d'approfondir pour comprendre les situations de handicap numérique. La première, c'est un site de démonstration qui va vous permettre d'essayer et de découvrir par l'expérience les différentes situations de handicap. Il y a le guide Microsoft sur le design inclusif qui est très enrichissant. On a aussi des doodonts, dont des affiches de ce qu'il faut faire, ne pas faire pour concevoir de façon accessible. Et puis, en dernier lieu, un site qui est dédié au design accessible et qui contient énormément de ressources pour cela. Et puis, on va terminer par les Actu Octo, avec la publication récente d'un livre de notre CIO, qui témoigne de comment devenir une entreprise agile. Je vous invite, si vous voulez aller plus loin, on a une formation pour apprendre à concevoir pour tous, design d'interface accessible, concevoir pour tous les utilisateurs. Et puis, si vous avez envie de venir jouer avec nous, Octo recrute. Vous aurez les coordonnées sur les slides. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Je n'ai pas vu si des questions.
c'était posé dans le canal de discussion. Alors, je vois Stéphane Deschamps. Bonjour. Sans Je même ne sais pas compter si on que... m'entend. Bonjour, Romy. Bonjour, aussi on t'entend. Sans même compter que dans le public, le commissariat de police, il a aussi les personnes à l'administratif qui eux-mêmes ne sont pas recrutés avec des tests de vision. Je ne suis pas sûre d'avoir compris ce Oui, que tu disais. c'était un complément. C'était un complément sur ce que tu disais, c'est qu'on ne sait pas forcément à quel public on s'adresse, même si on pense l'avoir borné. Et donc, ces applications à destination des policiers qui sont recrutés avec des tests de vision sont aussi utilisées par les personnels administratifs dans les commissariats, qui, eux, ne sont pas recrutés avec des tests de vision et donc ont potentiellement un besoin d'accessibilité accrue. C'est souvent un défaut dans la conception des interfaces. Les gens pensent un public donné, c'est ce que tu disais quand tu as montré ton graphe en cloche, et en fait oublie que ce n'est pas le seul public qui va utiliser son interface. Oui, là, sur Juste. ce coup-là, on avait une cible bien précise. C'était une interface métier avec très bornée, avec des postes utilisateurs en particulier. Notre défaut, ça fait d'avoir eu une méconnaissance du matériel utilisé, en fait. Ouais. Je Sinon, continue de lire. Vas-y. J'avais une question, Romy, que j'ai posée sur la fin, là, que tu as peut-être pas encore vue. Je n'ai pas encore vu. Euh, je considère que le handicap, vu la définition que tu as donnée au début, il n'est pas intrinsèque à la personne, il n'est pas lié à sa santé. Et du coup, à un moment, tu montres un graphe démographique et tu finis par dire l'OMS considère que 4% seulement des gens sont en bonne santé. Donc, est-ce que tu peux expliciter cette notion de bonne santé en rapport avec le handicap? Comment tu articules ça? Alors, c'est toute la difficulté des chiffres quand on essaye de quantifier en fait le handicap. C'est que déjà, il y a peu d'études, elles ne sont pas toujours récentes. Et puis ensuite, ça dépend ce qui est compté. Comme on ne peut pas demander à toute la population française et recenser les personnes, enfin, demander si vous avez ou pas un handicap, déjà, ça dépend comment on le perçoit soi-même. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors pour l'OMS, pour ce chiffre-là, c'est pas toutes les personnes qui n'ont pas un handicap, toutes les personnes en bonne santé, c'est toutes les personnes qui n'ont pas de maladie chronique. D'accord. Les maladies chroniques, c'est pas surprenant du coup que le chiffre soit assez petit. C'est pas forcément des maladies invalidantes. Voilà, c'est ça que je veux dire. Est-ce que ça répond à ta question? D'accord. Euh, ouais, j'ai du mal à comprendre l'articulation entre les deux, mais on en reparlera à l'occasion. Je vais pas monopoliser la discussion ici. Alors, je vais peut-être me remettre là. Ouais. Ici, je montre sur la première ligne, c'est vraiment les personnes qui sont recensées avec un handicap permanent. Sur la deuxième ligne, avec un handicap temporaire. Entre les deux, il y a des personnes qui peuvent avoir des maladies, mais qui ne sont pas forcément invalidantes, en tout cas, qui ne rentrent pas dans ces statistiques-là. Et en prenant un autre chiffre, là, c'était et puis on est sur une échelle mondiale. Donc, c'est les personnes qui n'ont pas de maladie, en fait. C'est D'accord. Mais seulement ce que je veux 4% de dire, la c'est qu'il y population. a des tas de gens qui ont un handicap et qui n'ont pas de maladie chronique. C'est pour ça que, tu vois, j'avais du Oui, mal à comprendre l'adéquation entre les deux. ouais. C'est plus pour insister sur le fait du biais de normalité qu'on peut avoir. Quand on pense nos personas, quand on les conçoit, généralement, ils ne sont pas malades, ils sont en pleine santé. C'est une minorité. Oui, mais on peut être en pleine santé et handicapé. Donc c'est juste pour Oui, ça, tout à fait. je Oui, comprenais pas oui. l'articulation. Oui, pardon, je viens de comprendre. On peut être en pleine santé, en bonne santé et handicapé. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je suis en train de les lire. N'hésitez pas à poser vos questions. Pour ma part, je considère... Oui, c'est la question que tu viens de poser. Mathieu, est-ce directement dans la conception d'un site web qu'il faut tenir compte des situations de handicap ou plutôt orienter nos utilisateurs concernés sur du matériel externe, hard et soft, à notre site web? Les deux.
Ah, c'est drôle cette question-là. Les deux, en fait. Sauf qu'on n'est pas en situation, en tant qu'éditeur d'applications numériques, d'être dans le conseil vers du matériel. Du coup, je vais plutôt répondre sur, on a des choses à faire en conception. Et ce qu'on a à faire, c'est finalement pas si énorme que ça. Ce qu'il va surtout falloir faire, c'est s'assurer que ce qu'on produit numérique qu'on fait, puisse fonctionner avec ces différents, ce qu'on appelle des aides techniques, logiciels ou matériels. Est-ce que ça répond à ta question, Mathieu? Ouais, bonjour Romy, merci. Ouais, tu m'entends? Oui. Ouais. Je vais illustrer avec un exemple le plus bête qui me vient, mais pour peut-être préciser. Par exemple, tu mentionnais tout à l'heure une loupe qui permet de grossir beaucoup les caractères. Donc, a priori, je crois que dans Microsoft, enfin dans Windows, par défaut, tu dois avoir une fonction loop, me semble-t-il. Bon, bah voilà, ma question, c'est est-ce qu'on table en fait sur cette fonction qui existe déjà et qui est certainement peut-être pas optimale, mais sur laquelle il y a une équipe qui travaille depuis déjà quelques années, ou est-ce que finalement j'inclus directement dans mon site web une fonction loop qui risque de faire aussi doublon, tu vois, avec une solution externe qui est proposée, peut-être mieux optimisée, quoi. C'était ça en fait ma question. Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on ne fait pas de doublon et comment en fait finalement est-ce qu'on va orienter les utilisateurs vers une solution qui est optimale et qui ne vient peut-être pas de nous en fait, directement de notre site web. La bonne approche, et ce que je voulais transmettre là, c'est qu'en fait, il existe, oui, ce n'est pas de la science-fiction, en fait, il existe déjà tous ces outils d'adaptation. Comme tu l'évoques, c'est disponible parfois sur les postes utilisateurs nativement. L'approche, ça va plutôt être de faire en sorte que ça fonctionne bien avec ce qui existe. Ce n'est pas la peine de redévelopper une fonction de loop puisque ça existe déjà par ailleurs. Et du coup, le cas, ce serait quand cette loupe-là ne suffit pas pour l'utilisateur. Non, c'était en fait, j'avais pas forcément compris le fait que notre taf à nous en tant que Notre taf à nous, ça va être de tester dans tous ces cas d'usage. ouais, c'est ça, voilà, on s'appuie C'est-à-dire plutôt de sur faire des solutions l'interface. existantes, Oui. mais faire en sorte que notre produit soit compatible. Voilà, j'avais pas compris forcément cette Interopérable. articulation-là. Ouais. C'est maintenant qu'on sait qu'il y a des utilisateurs qui naviguent seulement au clavier. Ah bah, qu'est-ce que ça donne si on navigue seulement au clavier? Maintenant qu'on sait qu'il y a des utilisateurs qui ne voient pas, ah bah, qu'est-ce que ça donne si si j'utilise seulement la voix pour visiter l'interface? Maintenant qu'on sait qu'il y a des utilisateurs qui adaptent la taille des caractères, qui changent les couleurs et les contrastes, comment ça marche si moi je rajoute sur mon poste un plugin et que je change les caractères, la taille? Est-ce que l'interface tient toujours la route? Reste toujours compréhensible, utilisable? Est-ce que je peux toujours faire, si c'est un site marchand, le parcours d'achat? Si c'est un site éditorial, est-ce que je peux toujours consulter? C'est très clair, je te remercie. Alors, il y a une question, qu'en pensez-vous RG2A? Mais je ne sais pas si c'était en rapport à... J'espère que je n'oublie pas de question en cours de route, vous me dites. Philippe, je ne sais pas si c'était une question ou une réaction par rapport à une slide. Bonjour. Non, c'est pas une question Bonjour, c'est pas une question par rapport à vos slides, c'est une question générale. Le RG2A est une démarche de l'État qui existe depuis de nombreuses années. Il a été mis à jour. L'année dernière, si je ne me trompe pas, l'administration française impose que tous les sites publics implémentent ce référentiel, donc soit des sites accessibles à tous les utilisateurs, quelle que soit la cible, application web, application mobile. Et donc, la question que je me pose, c'est est-ce que dans nos conceptions d'applications, est-ce qu'on est bien dans le respect de cette norme? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être vraiment en adéquation avec cette norme? Voilà, j'ai un doute en fait sur la façon dont nous concevons aujourd'hui nos applications, quel que soit leur type.
Ok, je vais essayer de répondre. Ce que je n'ai pas mentionné effectivement l'existence. Oui, parce que quand je présente ça en disant qu'il y a une grande diversité d'utilisateurs, d'aides techniques, d'interfaces et que tout ça c'est combinatoire, on imagine derrière que ça fait une grande quantité de situations à tester. Et heureusement, il y a déjà de nombreux tests qui sont faits par ailleurs et dont les résultats sont rappelés sous forme d'une norme. Il existe donc une norme internationale d'accessibilité qui est implémentée en France sous la forme de ce que cite Philippe, qui est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, le RG2A, et dont l'application est obligatoire sur les sites publics. Donc, ça va nous aider pour pouvoir respecter cette norme. Ça va nous permettre de couvrir tous les cas d'usage. C'est une norme qui est surtout technique. C'est pour ça aussi que je n'en parlais pas forcément dans cette présentation-là, qui ne va pas forcément nous aider à connaître les utilisateurs, mais qui va nous aider à garantir l'interopérabilité, en particulier ici, donc entre les aides techniques et l'interface, mais qui ne va pas nous aider sur ce volet-là de connaître les utilisateurs. Est-ce que c'est là que ça mettait des doutes dans la question que tu posais? Absolument, c'est bien ça. Pour autant, il faut l'appliquer. Hein. Je ne suis pas du tout en train de la... Mais ça va plutôt être sur la particularité. Du coup, je rentre un petit peu ici. La représentation mentale qu'on a, c'est une relation IHM, interface homme-machine. En réalité, on se trouve avec, si on prend en compte tous les cas d'usage, on se retrouve avec un double dialogue. Avec un dialogue homme-machine avec l'aide technique et derrière avec un dialogue machine-machine. La norme d'accessibilité va nous aider à garantir l'interopérabilité sur ce dialogue-là, machine-machine. Et pour ce qui est, pour la partie plus conception, on a un travail à faire de prendre conscience de la diversité de nos utilisateurs, dans ce qui est démarche UX, UI, là, plus précisément, pour concevoir pour tous. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si, mais du coup, tout à fait. Du coup, ça m'amène à une deuxième question que je n'ai pas écrite, que je vais poser tout de suite à l'oral. Imaginons que j'ai conçu une application web mobile et que j'ai bien pris le soin d'avoir une application qui soit RG2A d'une part peut-être et qui en plus permettre d'utiliser une utilisation pour toutes les personnes. J'ai bien pris en compte des personas que j'ai identifiés. Maintenant, je suis prêt à mettre mon application en production. Est-ce qu'il est conseillé, voire très très conseillé, même essentiel, que je fasse tester mon application par des groupes d'utilisateurs représentant différents types de handicap? Qu'est-ce que vous avez comme conseil sur ce point? Oui, les tests utilisateurs, c'est toujours bien. Par contre, peut-être faire attention à s'assurer d'avoir est-ce que ce dialogue-là fonctionne bien. Donc, d'abord, d'avoir testé l'interopérabilité avec différentes aides techniques. On va d'abord tester avec une synthèse vocale avant de mettre un utilisateur aveugle avec sa synthèse vocale dessus. Si nous-mêmes, en l'essayant, on se rend compte que ça ne marche pas techniquement, ce n'est pas la peine de mettre un Jean derrière pour qu'il se rende compte que ça ne marche pas. En fait, on pouvait déjà le voir. On va le convoquer quand on sait que ça marche, mais qu'on souhaite améliorer. C'est une démarche d'amélioration UX classique. De la même façon que dans les tests U, on ne présente pas un écran qui ne s'affiche pas. Là, c'est la même chose. On va d'abord s'assurer que ça fonctionne techniquement. Mais alors, ok, cette réponse est très claire. Pour ma part, c'est un exercice que j'ai déjà fait quelques années auparavant, de tester l'une de nos applications avec une aide auditive. Donc, un parcours d'un site web avec une application dont je m'excuse, mais j'ai oublié le nom, qui est une application open source qui est très connue et qui parcourt... NVDA? Oui, c'est ça, exactement. Merci. Et n'ayant aucun handicap, personnellement, j'ai été
un peu désagréablement surpris par le résultat du fonctionnement de cette application. NVDA fonctionnait très bien, mais ce que j'entendais en parcourant moi-même l'application m'a énormément surpris, voire m'a très perturbé. Et je me suis dit à ce moment-là, mais si j'avais ce handicap, franchement, est-ce qu'au quotidien, j'aurais beaucoup de satisfaction à utiliser une application comme celle-ci, une application technique complémentaire, au travers de ce que j'en captais dans mon propre test. Voilà. Et voilà. J'espère qu'il existe d'autres solutions qu'NVDA, peut-être plus performantes, parce que moi, mon retour d'expérience personnelle, personne ne souffrant pas de handicap auditif, m'a assez fortement déçu, en fait. Oui. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu l'as testé, tu as dit ça fonctionnait très bien, mais ça ne t'était pas satisfaisant. Oui. Donc, c'est vérifier que ça fonctionne, ça c'est bon. Maintenant, que ça ne te soit pas satisfaisant, ce n'est pas important parce que ce n'est pas toi l'utilisateur cible là. Oui. Et donc, par contre, tu as fait des tests avec un utilisateur concerné. Est-ce qu'il y a eu des retours intéressants? Non, je n'ai pas eu l'occasion de faire ça. Ah, d'accord. Okay. Voilà. Mais alors, oui, du coup, je complète. Vas-y. Oui, Philippe, un petit complément de réponse. En fait, c'est pas très satisfaisant quand on est aveugle d'utiliser un lecteur d'écran. À chaque fois que j'en discute avec une personne aveugle, elle me dit que c'est pas la panacée, mais c'est mieux que rien. En fait, je prends toujours l'exemple, moi, de la personne aveugle avant les interfaces numériques qui voulait lire son journal. Et en fait, elle était en situation de dépendance permanente pour lire son journal une fois qu'elle l'avait acheté à la boutique du coin, parce qu'il fallait qu'elle trouve une personne de sa famille ou un voisin ou une personne qui venait l'assister pour le lire. Les interfaces numériques, ça permet, si nos sites web et nos applications sont suffisamment bien faits, même si par exemple NVDA n'a pas une voix d'hôtesse de l'air, ça donne de l'autonomie à nos utilisateurs, et l'autonomie, c'est exactement le but qu'on vise en faisant de l'accessibilité. C'est pas parfait, c'est pas très joli, en particulier pour des gens qui n'en ont pas besoin, mais c'est vital. Et donc, faute de mieux, et en espérant qu'un jour les interfaces soient meilleures, mais plus la synthèse vocale doit être jolie, plus ça prend du temps en termes de processeur. On préfère avoir un truc moche mais qui fonctionne, et en réalité, ça fonctionne. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce complément. Et il y avait aussi autre chose, c'est que nous, voyants, on est assez mal placés pour évaluer si c'est pertinent ou pas. On a une approche de notre univers est visuel. Et d'un seul coup, plonger avec une synthèse vocale dans un usage qui serait purement audio, on est complètement mal adapté et on n'est pas bon juge du résultat. C'est pour ça que oui, c'est pertinent de faire appel à 10 utilisateurs concernés. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou est-ce qu'il y a d'autres questions qui émergent pendant la conversation? Ouais, j'ai peut-être une dernière question. On parlait des tests utilisateurs. Est-ce que, par exemple, lors de ces tests utilisateurs, tu as ressenti le besoin de te faire accompagner par un professionnel, par exemple, pour des utilisateurs autistes, peut-être des populations pour lesquelles tu n'es tout simplement pas formé, tu sais comment prendre en compte les situations de handicap dans un produit, mais tu ne sais pas gérer la population. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? C'est une très bonne question, effectivement. Je vais répondre sur 2 points. On part pas à l'improviste sur tous les tests utilisateurs. On prend le temps d'identifier, de constituer notre panel, de prendre connaissance un petit peu de notre cible avant d'y aller. Donc oui, c'est un bon réflexe de se faire accompagner si besoin. Moi, pas forcément, moi, personnellement, pas forcément, parce que ça fait 30 ans que je travaille en accessibilité numérique et je commence à avoir une certaine connaissance des publics, mais pour autant, si j'en ressentais le besoin, je n'hésiterais pas à faire appel à quelqu'un qui les connaît mieux. Oui, c'est un bon réflexe. Je pense que c'est bon, Romy. J'ai l'impression, oui. Écoutez, je vous remercie. J'espère que ça vous aura apporté des choses et donné envie de vous intéresser à davantage d'utilisateurs.
Et merci pour votre attention et je propose qu'on s'arrête là du coup.